Good afternoon and good evening, everyone. My name is Bonjour à tous, je me présente, Nanette Brown. Je dirige le service des campagnes de communication du département de la communication globale des Nations Unies. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde virtuelle co-organisée avec nos collègues de l'UNESCO et qui s'intitule « La mémoire en danger, l'importance des archives pour la justice, la commémoration, la recherche et l'éducation sur les génocides ». C'est un honneur de se trouver parmi d'aussi distingués intervenants. Notre discussion se tient aujourd'hui pendant la période du Kwibuka, les journées de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, où plus d'1 million de personnes ont été systématiquement assassinées en moins de 3 mois. Ils étaient dans leur grande majorité Tutsis, mais parmi eux se trouvaient aussi des Hutus et d'autres qui se sont opposés au génocide. Comme l'a dit notre secrétaire général Antonio Gutiérrez, ces journées de 1994 demeurent dans notre conscience collective comme faisant partie des plus atroces de l'histoire humaine récente. Cette manifestation constitue le 5e épisode de notre série de discussions qui s'intitule Beyond the Long Shadow, Engaging with Difficult History, c'est-à-dire sortir de l'ombre, aborder des histoires douloureuses, qui est organisée par le programme de communication sur le programme sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Notre objectif, c'est de travailler à une meilleure compréhension des héritages et leçons de ces histoires douloureuses et en tirant les enseignements et en examinant le passé, d'envisager comment mieux construire un monde juste où on peut vivre en dignité et dans la paix. Le respect de l'intégrité historique est essentiel dans l'éducation sur les histoires des atrocités de masse et des génocides. La négation et la distorsion de l'histoire sont des outils importants dans l'arsenal de ceux qui souhaitent répandre des informations fausses et veulent réécrire ou même effacer l'histoire. Les archives constituent un outil puissant pour lutter contre la négation et la distorsion de l'histoire. Les archives protègent les documents historiques qui établissent les faits incontestables de ces histoires. Il s'agit pour nous, à mesure que nous avançons dans ce travail, de travailler à la possibilité de traduire les auteurs en justice, de permettre la réalisation de travaux de recherche et d'études et d'instruire les générations actuelles et à venir sur l'histoire et les leçons des atrocités. Ce travail d'archivage, cette conservation des traces du moment historique est un acte de résistance, que ce soit dans le cas du travail fait par les archivistes Huneg Chabos du ghetto de Varsovie ou la conservation d'un vêtement d'un proche assassiné par la milice Interahamwe du Rwanda ou la documentation méticuleuse réalisée par les archives du musée du génocide Tuol Seng et le centre de documentation du Cambodge. Il s'agit d'accompagner le travail de mémoire qui est réalisé. Nous sommes très heureux d'appuyer le travail de l'archive de Rolson, son projet qui s'intitule « Chaque nom compte ». Nous avons encore une occasion aujourd'hui de leur apporter notre soutien. Nous savons tous que ceux qui ne retiennent pas les enseignements de l'histoire sont condamnés à la répéter. Et les archives et les historiens, les archivistes qui y travaillent sont les conservateurs, les gardiens de cette histoire, de ces mémoires, de ces vies perdues, mais pas oubliées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais passer la parole à ma collègue de l'UNESCO, qui est co-organisatrice de cette manifestation. Merci de votre attention. Je vous passe la parole, Cécilia. Merci, merci infiniment, Annette. Bonjour à tous. Dans vos différents fuseaux horaires, permettez-moi de m'associer à Nanette pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'UNESCO à cette discussion qui vient à point nommé. Je voudrais remercier nos partenaires, au département de communication globale, qui a mandaté ces programmes de communication sur l'Holocauste et sur le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Je souhaite bien entendu remercier nos intervenants d'avoir accepté notre invitation.
On vient de l'entendre, Nanette nous a dit que conserver la mémoire et transmettre l'histoire du génocide par le travail de recherche et d'éducation nous ramène à la mission fondamentale de l'UNESCO, qui est de créer des sociétés pacifiques, sûres et inclusives par l'éducation, la culture et la science. Ces atrocités criminelles sont des passés douloureux à évoquer et à étudier. Il faut reconnaître les faits, mesures de justice et de réparation pour les victimes et l'inclusion dans les programmes éducatifs et dans les recherches universitaires peuvent prendre des décennies lorsque cela est possible. Ces crimes véhiculent un héritage de victimisation et de culpabilité qui ne disparaîtra pas avec le temps. Plus souvent, ce sont des faits qui sont niés et contestés par les auteurs eux-mêmes et par leurs partisans des années et des années après. Les fausses informations, le manque de connaissances éclairées, les tentatives de falsifier l'histoire et d'éviter les responsabilités pour les crimes du passé mettent à risque la mémoire, mettent en danger la mémoire. C'est pour cela que les archives sont si importantes. Ces archives sont les garants de notre mémoire. Sans archives, on ne peut pas produire de preuves, on ne peut pas effectuer de recherche et l'on ne peut pas assurer l'éducation des jeunes générations. Les archives témoignent des atrocités inconcevables infligées contre les victimes et les survivants. Elles sont une ressource essentielle pour les actions en justice et les processus de transformation des conflits d'après-génocide. Ces processus exigent que l'on fasse preuve de courage et c'est le cas de Nadia Mourad qui, accompagnée de son initiative, assure un travail de plaidoyer pour les victimes du génocide des Yézidis. Je suis très heureuse d'accueillir le directeur exécutif Abid Shamdin de cette initiative qui fait partie de nos intervenants aujourd'hui. Établir des archives complètes dans des sociétés post-génocide peut être difficile, tout comme est le travail de la conservation continue de leur contenu et leur accessibilité au public. Ceci nécessite du temps, des compétences, un appui technologique et de l'anticipation. Nous assistons les États membres partout dans le monde dans ce travail. Par notre programme La mémoire du monde, l'UNESCO protège le patrimoine documentaire, y compris des collections très importantes comme les archives Oineg Chabos du ghetto de Varsovie, né de la résistance juive contre l'Allemagne nazie, les pages de témoignages de Yad Vashem d'Israël ou le journal d'Anne Frank. D'autres sont moins connus. Je pense au journal du dirigeant Nama, Hendrik Witbooi, témoignage très important du génocide contre les peuples Herero et Nama, perpétré par les forces allemandes coloniales sur le territoire de l'actuelle Namibie. Les archives Harolson et les archives du musée du génocide Slang font aussi partie des pièces qui ont été versées au registre et je suis très honorée d'accueillir ici leur directeur. Le mois dernier, l'UNESCO a accompagné la création d'un comité national rwandais pour la mémoire du monde pour identifier le patrimoine documentaire rwandais qu'il convient d'inclure dans le registre La mémoire du monde. Le génocide contre les Tutsis s'éloigne avec le temps et ce travail est plus important que jamais. Nous sommes très reconnaissants à Vincent Duclerc de France et à Jean Damascène Bizimana du Rwanda d'être des nôtres aujourd'hui. Le travail récent d'archivage réalisé en France et au Rwanda sur le génocide des Tutsis fait partie, parmi tant d'autres exemples, d'une situation où les documents d'archives ont contribué à une meilleure compréhension des processus complexes des génocides du passé et ont permis d'avancer dans une étude critique des responsabilités afférentes au niveau national ainsi qu'international. L'UNESCO et les Nations Unies ont réuni aujourd'hui un groupe des experts et chercheurs de premier plan du monde entier qui travaillent pour et avec les archives du génocide les plus importantes du monde. Merci de votre attention. Merci infiniment. Petite difficulté technique passagère m'a empêché de prendre la parole. Merci beaucoup. Je remercie l'UNESCO et le service de communication globale des Nations Unies de nous avoir réunis aujourd'hui pour cette discussion
de grande importance. Et on l'a dit, je le répète, les intervenants sont extrêmement distingués. Nous allons nous mettre d'accord sur l'universalité du génocide. Ce sont des situations qui entraînent l'exclusion des personnes au point de les détruire. Nos intervenants viennent du monde entier et ils représentent de nombreuses et longues années d'histoire et ils sont là pour témoigner de génocides extrêmement récents dans certains cas. Merci à tous de votre présence. Nous avons entendu nos introductions. Nous allons donc maintenant passer directement à l'intervention du premier intervenant. Il s'agit de Floriane Azoulay, directrice des archives Harolson. Est-ce que vous pourriez, Floriane Azoulay, nous parler un petit peu de vos archives Harolson, quand est-ce qu'elles ont été créées? Ce sont des archives qui comptent parmi les plus anciennes. Comment est-ce qu'elles et quand ont-elles été constituées, s'il vous plaît? Merci beaucoup, James. Les archives Harolson n'ont pas été créées comme archives, mais comme service de suivi. Cela remonte à la guerre à Londres, Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait de trouver le plus d'informations possible sur les personnes qui avaient été persécutées par le régime nazi afin que leurs familles puissent retrouver leurs traces ou au moins savoir ce qu'elles étaient devenues. Et puisque le régime nazi faisait tout pour confisquer les documents, nous avons pu à la fin récupérer un grand nombre de ces documents. Donc, nous avons commencé comme un service de suivi, de recherche des disparus. Nous avons répondu à un grand nombre de demandes de la part des familles à la recherche de leurs proches et pendant de longues années, les demandes en elles-mêmes servaient de témoignage de ce qui était arrivé à ces personnes. Et à mesure que le temps a passé, nous avons tout fait pour répondre à ces demandes et à mesure que nous recueillons des informations et les fournissions, nous avons pu constituer des archives. Nous sommes maintenant les archives les plus importantes. Dans notre domaine, nous avons des renseignements sur 17,5 millions de personnes. C'est énorme. Et c'est une écrasante responsabilité qui est la vôtre, Floriane. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre expérience personnelle? Comment est-ce que les archives Harolson ont permis de venir en aide aux survivants, aux familles des victimes? Et de quelle manière est-ce que les chercheurs peuvent étudier vos archives, accéder à vos archives pour mieux comprendre l'Holocauste? Les premiers bénéficiaires des archives ont été les familles des victimes et leurs proches, victimes de cette persécution nationaliste. Et au début, on a demandé des renseignements et ensuite, on a évoqué la possibilité de compensation. Et nous avons pu établir des certificats d'incarcération des victimes. Ce sont des documents qui sont devenus absolument essentiels lorsqu'il s'agissait de demander des dommages aux autorités allemandes. Maintenant, nous en sommes à une autre étape de notre travail. Maintenant, il s'agit d'aider les familles à combler les lacunes dans leurs histoires familiales. Nous recevons 20 000 demandes d'informations par an, donc ça représente un grand nombre de personnes à la recherche d'informations. On peut accéder à nos collections en ligne. Nous avons 1 million de visiteurs.
Vous voyez qu'il y a beaucoup d'intérêt pour nos archives. Vous avez dit que tous vos documents étaient numérisés et accessibles en ligne, presque tous. Nous avons la chance d'avoir pu numériser à peu près 90% de nos documents. Ils sont numérisés, mais pas toujours accessibles puisqu'il manque encore le travail de référencement. Mais la Commission internationale qui nous dirige exige que tout document qui date de plus de 25 ans doit être mis en ligne et accessible. Pour améliorer l'accessibilité, qui est très importante, nous avons créé une initiative de crowdsourcing qui s'appelle « Chaque nom compte ». Et par cette initiative, nous associons plusieurs aspects de notre travail, l'accessibilité, l'amélioration de la qualité des métadonnées pour rendre accessibles ces documents et un travail de sensibilisation et d'éducation, parce que de plus en plus, la communauté, plus de 20 000 personnes, je vous l'ai dit, et beaucoup de médias qui s'intéressent à nous, ont travaillé au référencement de ces archives. Nous avons créé des tutoriels et tout le monde et toute cette population est désireuse d'en savoir plus sur cette période. Donc, nous travaillons conjointement à l'accessibilité et à la sensibilisation et l'éducation des populations. Question de la part de James. Le négationnisme au sujet de l'Holocauste existe depuis le début. Quel est le rôle des archives dans la lutte contre le négationnisme, la lutte contre la désinformation, contre les informations trompeuses? Il y a beaucoup de confusion. Les frontières entre la vérité et le mythe sont quelquefois très floues. Quel rôle est-ce que les archives Harrelson ont pu jouer dans cette situation? Eh bien, l'une de nos missions principales est de protéger les documents. C'est primordial et c'est notre première responsabilité. Ensuite, il faut ouvrir les archives aux chercheurs et aux enseignants. Et là, nous avons un rôle à jouer comme fournisseurs d'accès. Et dans certains pays, on le voit, les archives sont instrumentalisées par les responsables et certains documents sont en danger. C'est pour cela que nos documents, qui sont souvent des copies de documents qui sont en danger ailleurs, ont toute leur importance. Nous tenons tout cela à la disposition des chercheurs et des enseignants. Merci. Les intervenants de notre discussion représentent des projets de documentation, d'archives beaucoup plus récentes. Quels conseils pourriez-vous leur donner, fort de votre expérience de plus de 75 ans aux archives Harrelson? Je ne sais pas vraiment quels conseils je pourrais leur donner. La question n'est pas celle des compétences, mais celle des ressources. Et ça se voit en Allemagne, nous avons vraiment énormément de chance. L'État finance des archives qui conservent la mémoire de la persécution, la mémoire de l'Holocauste, la persécution par les nazis, alors qu'il y a des pays où les archives luttent pour survivre, luttent pour protéger leurs documents, pour les numériser, pour les rendre accessibles. Vous voyez, donc, nous avons la chance, je vous le dis, et je pense qu'il faut
établir des liens, jeter des passerelles entre les différentes initiatives, car cela confère une meilleure capacité de résistance. Dans notre domaine, nous faisons tout pour proposer aux petites initiatives européennes un accès, nous les hébergeons sur nos plateformes. Voilà une solution, mais cela n'est pas possible dans tous les cas. Donc, il faut partager ces ressources, il faut établir des liens entre les données, il faut veiller à ce que vos données permettent de jeter un éclairage sur les données qui sont détenues dans d'autres archives. Mais la question revient toujours à celle des ressources. Merci. Nous allons donc passer maintenant à l'intervenant suivant, Jean Damascène Bizimana, qui est le secrétaire exécutif de la Commission nationale pour la lutte contre le génocide au Rwanda et à ce titre fait partie du Sénat Rwanda et a dirigé le comité des affaires étrangères du Sénat rwandais et détient un doctorat en droit. Il effectue des recherches et il a aussi été impliqué comme vice-président de la commission indépendante qui enquête sur l'accident d'avion du président Habyarimana en avril 1994. Il a été membre de la commission nationale indépendante chargée d'enquêter sur le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la situation au Rwanda? Quelle est votre approche de la conservation de la mémoire de ce génocide? Si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît. Professeur Bizimana, si vous pouvez activer votre micro. OK. Voilà, nous vous entendons. Nous vous entendons. Merci, James. Donc, la Commission nationale de lutte contre le génocide a un fonds d'archives essentiellement issu des tribunaux Gacaca. Les tribunaux Gacaca qui ont eu lieu pendant 10 ans. Ils ont été clôturés en 2012. Et ce sont beaucoup de documents parce que les tribunaux Gacaca, avant de fonctionner, ils ont connu une phase de collecte d'informations. La phase de collecte d'informations, ça signifie quoi? C'est-à-dire que la population de chaque village se réunissait et établissait les faits qui se sont déroulés pendant le génocide. Les faits, c'est-à-dire, on décrivait comment le génocide s'est déroulé au village, quelles sont les personnes qui y ont participé, quelles sont les victimes, et puis quels sont les dommages qui avaient été opérés pendant ce génocide. Et donc, tout cet ensemble-là a constitué une série de premiers documents, les documents ici de la phase de collecte d'informations, et qui ont permis ensuite au jugement de pouvoir se faire. Donc voilà, la première catégorie de documents, ce sont les informations historiques, factuelles, contenues, recueillies par la population. Et là, il s'agit de plus de 8000 juridictions. Plus de 8000 juridictions ont pu se réunir de cette façon-là. Alors, la deuxième série de documents, ce sont les témoignages qui ont été donnés pendant les jugements. Les témoignages, il s'agit de témoignages de victimes, mais aussi les témoignages des auteurs et des complices du génocide. Et ce qui est très intéressant, c'est que les tribunaux Gacaca donnaient l'occasion de plaidoyer, d'avouer les crimes. Donc, il y a des génocidaires qui ont avoué les crimes et qui ont décrit complètement les faits tels qu'ils les ont commis. Et donc, cela donne un certain nombre de détails.
Et la troisième catégorie de documents, c'est alors les jugements. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne reconnaissaient pas l'implication dans le génocide et qui ont été confrontées par des témoignages à charge et qui ont été reconnus coupables. Donc, tous ces documents-là, on en a plus de 60 millions donc de pages qui sont utilisées, 60 000 plutôt, plus de 60 000 pages qui sont utilisées par les différents acteurs et qui ont été recueillis pendant ces phases que je viens d'ajouter. À part cela, il y a également des cassettes audiovisuelles. Les cassettes audiovisuelles, il y en a environ 8 000. Et donc, ce sont des procès importants, notamment les procès des auteurs principaux du génocide et des planificateurs qui ont été auditionnés, filmés, et ça donne donc tout un ensemble de documents et d'images. Voilà. Alors, à partir de ces documents, nous disposons aussi d'autres preuves que nous essayons de rechercher dans les différentes institutions administratives qui étaient en vigueur en 1994, c'est-à-dire dans les ministères, dans les districts, les communes, dans les préfectures. Et maintenant, nous sommes en train de recueillir ces documents-là pour les amener à la Commission nationale de lutte contre le génocide en vue de constituer un fonds important et qui pourra permettre de documenter le génocide. Troisième catégorie, nous nous sommes entendus maintenant avec la Cour suprême et le ministère de la Justice pour que les procès de génocide qui ont eu lieu dans les tribunaux classiques, les tribunaux ordinaires, que ces dossiers-là, nous allons aussi les recueillir pour en faire un fonds d'archivage à la CNRJ. Voilà globalement le type de documents et d'archives dont nous disposons pour l'instant. Et enfin, la CNRJ a aussi hérité des archives utilisées par la Commission nationale qui avait été mise en place en 2006 pour étudier le rôle de la France dans le génocide, communément appelée Commission Muccio. Les archives qui ont été recueillies par la Commission Muccio, la CNRJ en a reçu comme héritage. Donc voilà les 4 catégories d'archives dont nous disposons pour l'instant. Thank you so much for that overview. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Dr Bizimana. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la contribution des archives au Rwanda au processus de justice, soit la justice administrée par les tribunaux ordinaires ou par des tribunaux coutumiers peut-être ou d'autres forums. Quel rôle ces archives continuent-elles à jouer 27 ans plus tard? Les archives que conserve la CNRJ sont très abondamment utilisées dans le processus judiciaire. D'abord, ici au Rwanda même, il y a les procès de génocide qui n'ont pas terminé. Par exemple, les personnes impliquées ou poursuivies pour le génocide qui ont été extradées en provenance des pays étrangers, une fois qu'ils arrivent au Rwanda, ils ont droit à un procès juste et équitable. Donc, les preuves qui se trouvent dans la juridiction Gacaca sont utilisées par l'accusation, c'est-à-dire par le procureur, voire même par les accusés eux-mêmes. Donc, ces archives constituent en fait des faits qui permettent au processus judiciaire de pouvoir se dérouler normalement. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de témoins qui sont maintenant décédés, voire des victimes. Et comme ils ont témoigné déjà pendant les procès Gacaca, ces archives aident, même après la mort, après les morts, ces archives aident pour la justice. Et deuxièmement,
il y a aussi des personnes impliquées dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda qui se sont réfugiées à l'extérieur dans différents pays, comme en Belgique, en France, au Canada, en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark et ailleurs. Et donc, les tribunaux de ces pays qui poursuivent ces Rwandais viennent aussi consulter les archives de Jussi Gacaca pour pouvoir y trouver des éléments de preuve à charge ou à décharge en vue d'établir la responsabilité pénale des auteurs du génocide qui se sont réfugiés à l'étranger. Et il faut bien le préciser que la grande majorité des planificateurs, c'était des intellectuels, civils, politiques et militaires. Donc, tous ces gens-là, 99,9% sont partis à l'extérieur. Donc, ils sont jugés dans un autre contexte où des enquêtes sont menées à l'étranger. Donc, une fois que les dossiers commencent, les archives de la CNRG sont un excellent outil de pouvoir identifier quels sont les faits reprochables à ces personnes-là. Troisièmement, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda qui poursuit des cerveaux du génocide. Nous collaborons aussi avec donc, le tribunal pénal international pour le Rwanda lorsqu'il y a des accusés qui sont arrêtés. C'est le cas dernièrement, l'année dernière, quand Félicien Kabuga a été arrêté en France. Et les archives de Judicio Gacaca ont été un atout très, très important. Donc, pour me résumer, je dirais que les archives de la CNRG sont un fonds très important qui aide dans le processus judiciaire pour établir la responsabilité pénale des individus et ils permettent aussi aux personnes accusées de pouvoir aussi y trouver des éléments pouvant les disculper qu'ils utilisent donc pour leur défense. Thank you. Now, Merci beaucoup. Alors, le mois dernier, le président de la France a visité le Rwanda. Mes collègues ont eu l'honneur d'accueillir ou d'accompagner le président Macron lors de sa visite au mémorial pour le génocide. Problème de connexion. Monsieur Macron a prononcé une déclaration historique. Il a reçu donc ce rapport d'1 millier de pages suite qui est le produit, disons, d'une commission d'enquête qui, pendant 2 ans, a beaucoup travaillé sous la houlette de Vincent Duclerc, qui est notre orateur suivant. Vincent, nous sommes très honorés de vous avoir à nos côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le travail que vous avez fait ces 2 dernières années dans le cadre de ce rapport? C'est un rapport remarquable. Et si les gouvernements, les États, des individus, des institutions, si elles n'avaient pas préservé des éléments de mémoire, des documents pendant ces 27 dernières années, est-ce que cela aurait été difficile pour vous de faire ce travail? Le rapport donc a établi un certain nombre de conclusions et je les rappelle, une situation de responsabilité lourde, accablante des autorités françaises dans le processus qui a mené au génocide des Tutsis. Ces responsabilités lourdes, accablantes, elles sont très sévères pour la France. Elles sont distinguées selon des catégories bien définies, des responsabilités politiques au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République française, qui était exercée à l'époque par François Mitterrand, des responsabilités institutionnelles, puisque grande partie des institutions françaises ont accompagné cette... Vincent, oui. The interpreter is Donc, un message des interprètes, il y a des interférences avec votre micro. Je ne sais pas si vous frottez peut-être le micro. Le problème n'est pas la langue, monsieur, c'est le micro. Let's continue to explain that
yes, the responsibilities, les responsabilités françaises, donc dans... oui. Les responsabilités françaises donc, ont été distinguées donc, dans le cadre de ce rapport. Donc, ce rapport, effectivement, et là, c'est peut-être un paradoxe qu'il faut souligner. C'est-à-dire ce rapport a été commandé par l'autorité politique la plus haute en France, c'est-à-dire l'actuel président Emmanuel Macron. Mais au fond, cette initiative politique a permis à la recherche de demeurer indépendante. C'est vrai que c'est un peu compliqué, effectivement, de comprendre cette indépendance de notre commission de recherche de 13 membres et, au fond, l'initiative politique qui donc a permis cette commission. Mais au bout du compte, cette commission, donc, vous l'avez dit, a remis ce rapport de 1200 pages, hein, ce rapport qui est entièrement public. Il a été immédiatement rendu public par le président de la République, Emmanuel Macron. Et bien sûr, ce rapport n'a pas été relu ni corrigé par l'autorité politique. Donc, il est disponible pour tout le monde sur le site français Vie publique et il est en cours de traduction en anglais. Les conclusions sont déjà traduites en anglais, ce qui permet effectivement à donc de nombreuses personnes dans le monde d'en prendre connaissance. Alors, pour revenir sur le rapport avec les archives, il est très important parce que, en fait, le président de la République, Emmanuel Macron, et ses conseillers ont constaté qu'il y avait un blocage extrêmement fort sur la relation de la France, du Rwanda et du génocide des Tutsis, blocage intérieur, hein, avec vraiment des tensions extrêmement vives entre des chercheurs, des membres d'associations, des anciens témoins. Voilà, donc une situation très, très, très compliquée, une situation également extrêmement compliquée avec le Rwanda, avec véritablement une sorte de guerre froide ou parfois une guerre, je veux dire, judiciaire entre les deux pays. Et une manière de sortir en fait de ce blocage de la situation, c'était d'aller vers une source de, disons, d'objectivité, entre guillemets, ou en tout cas de connaissances supplémentaires. Et c'était les archives. Et l'intérêt des archives publiques françaises, il était triple. À la fois, on arrivait à sortir du blocage déjà en indiquant, parce que au fond toute une série de suspicions sur le rôle de la France tenaient au fait que les archives françaises n'étaient pas accessibles, qu'elles étaient pour beaucoup classifiées donc par le secret de la défense nationale. Donc déjà, laisser des chercheurs accéder à ces archives, c'était montrer qu'on agissait sur un des éléments du blocage. Le deuxième point, c'est que des archives publiques, des archives d'État documentent des actions, des décisions. Donc, ça permet d'établir des faits de vérité qui sont moins contestables parfois que simplement des témoignages, parce qu'il y a effectivement la preuve archivistique qui sert, bien sûr, on le sait aussi dans les procès. Et le troisième élément, c'est de favoriser ensuite l'ouverture de ces archives, de montrer que au fond, on souhaitait donc cette connaissance. Et pour terminer, eh bien, pour cette présentation, il faut savoir que le rapport dont j'ai parlé, qui est accessible donc à tout le monde et qui sera traduit en anglais, est accompagné d'un certain nombre d'éléments importants. Il y a d'abord un exposé méthodologique qui fait donc 140 pages et qui permet de comprendre la manière dont nos chercheurs, dont la commission eh bien, ont constaté l'état des archives françaises. Il y a également un état des sources, c'est-à-dire un relevé de l'ensemble des archives publiques françaises pertinentes sur le sujet la France, le Rwanda et le génocide des Tutsis. Et enfin, eh bien, il y a ce que je disais, c'est-à-dire ces déclassifications et ouvertures d'archives qui représentent plusieurs milliers de documents. C'est une impulsion vers une ouverture encore plus grande des archives françaises sur le sujet. It's a great example. Eh bien, voilà un excellent exemple du rôle de la recherche et des archives et de l'effet bénéfique pour la société tout entière. Cela
a dû effectivement vous faire grand plaisir de voir que le résultat de votre travail pouvait améliorer les relations internationales. Vous avez décrit le blocage, les grandes tensions parfois entre la France et le Rwanda qui duraient depuis plusieurs années. Et votre rapport a pu établir un peu un terrain d'entente ou des thématiques sur lesquelles on pouvait s'entendre. On peut revenir donc à la question. Votre travail, vos recherches, auraient-elles été possibles si, pendant plusieurs années, des gouvernements, des États, des individus ne s'étaient pas efforcés de protéger, de conserver ces mémoires? Est-ce que vous avez pu utiliser les archives existantes ou est-ce que vous avez dû parfois aller rechercher des témoignages neufs? À la première partie de votre intervention, que bien sûr, les chercheurs ont été très heureux de cette journée du 27 mai et voilà, du rapprochement entre la France et le Rwanda, entre le président Emmanuel Macron et le président Paul Kagame, qui mettait fin, je veux dire, à une situation extrêmement préoccupante et préoccupante aussi pour le Rwanda, parce que la France, je veux dire, a à de multiples reprises eu des actes d'hostilité à l'égard du Rwanda qui demandaient la vérité sur l'implication de la France dans le génocide. Donc, je crois qu'il y a, je veux dire, c'est un élément de justice et qui a été là réalisé. Mais les chercheurs n'ont pas agi en fait pour ce rapprochement diplomatique. On en est très heureux, mais au fond, les chercheurs agissent pour la vérité scientifique. Donc c'est important parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, penser qu'au fond, tout ça a été uniquement donc rendu nécessaire pour cette action politique, même si on en est assez satisfait. Donc c'est un point important et c'est pour ça que je suis très content effectivement de parler devant l'UNESCO parce que au fond, il faut poursuivre le travail de recherche. Et je dois dire qu'il y a eu de la part du gouvernement rwandais la commande d'un rapport très important qui finalement rejoint beaucoup notre rapport, le rapport Muse. Et puis auparavant, je veux dire, les éléments du rapport Moussio ont permis aussi d'établir un certain nombre de faits de vérité. Donc, c'est vraiment important de souligner cette poursuite de la recherche. Alors, ce qui a changé peut-être par rapport aux années précédentes relativement à notre commission, c'est donc cette volonté politique d'ouvrir les archives en France. Bon, toutes les institutions n'ont pas suivi, je veux dire, la demande du président, en particulier l'Assemblée nationale qui elle-même avait mené une mission d'information parlementaire sur laquelle beaucoup de questions se posent, parce que cette mission a vu des archives, mais a conclu, je veux dire, à l'absence d'implication de la France dans le génocide, donc ça pose effectivement des problèmes. Et au fond, ce qui permet de comprendre ce qui apparaît peut-être comme la nouveauté de notre commission, c'est cette capacité que le chercheur connaît bien, mais d'aller dans tous les fonds d'archives disponibles pour comprendre le rôle d'un État et d'autorité politique. Et là, c'est vrai que le soutien politique à l'accès aux archives a été très profitable pour notre travail. Et ça nous a permis, en fait, alors même que les archives que nous avons vues sont des archives, d'abord, où l'on mesure quand même un certain nombre de disparitions. Il y a les archives de tel conseiller, fils de François Mitterrand, dont il n'y a pas d'archives. Les archives en elles-mêmes ne disent pas de manière massive les responsabilités lourdes et accablantes. Mais on a pu effectivement les établir en voyant dans le détail comment est-ce qu'une série d'alertes sur les préparatifs de génocide, sur le processus génocidaire, ces alertes étaient écartées, qu'elles étaient même volontairement écartées, que dominait une grille de lecture qui était contraire à la réalité. Donc toute une série d'analyses que seul finalement le chercheur peut mener et qui permet
je veux dire, par recoupement d'archives, par suivi des processus de décision, eh bien, d'arriver à ces conclusions. Mais pour cela, il faut effectivement avoir un travail exhaustif sur 2 ans, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de pouvoir rayonner sur l'ensemble des archives, de tout voir, tout ce qui a été possible de repérer, hein, et ensuite de faire ces analyses-là. C'est-à-dire qu'on va contre, d'une certaine manière, un certain nombre, je veux dire, de personnes qui vont se saisir d'un document pour prouver effectivement la réalité d'un fait. Je crois qu'un fait, surtout dans ces conditions-là, implique de pouvoir le consolider par toutes les archives qui peuvent exister. Maintenant, et je terminerai sur ce sujet-là, les recherches doivent continuer, c'est très important, à la fois je veux dire, à partir de ce que nous, on a mis en place, mais à travers aussi, par exemple, le travail qui peut être réalisé sur les témoignages. Hein, et au Rwanda, eh bien, les chercheurs, la CNLG, Agis Trust font un travail très important en direction des témoignages qui font renforcer les analyses que nous avons menées. Well, thank you so much. Merci infiniment. Vos travaux, le travail qui a été publié le mois dernier a été une contribution absolument immense, une avancée considérable dans notre compréhension de ces événements et survivants qui ont vécu ces événements se voient confortés dans leur déclaration. Et ça permet d'arriver, on espère, à terme, à un consensus sur la vérité. Nous allons entendre notre prochain intervenant. Il s'agit de Hang Nizey, directeur du musée du génocide de Tuol Sleng au Cambodge. Il a rejoint le musée en 2009 en tant que fonctionnaire administratif, initialement nommé par le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts. Et en 2010, il est devenu guide de l'exposition permanente. Il a été promu chef de la section exposition et recherche en 2014 et puis chef de la section projet et planification. Nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre. Hang Nizey, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre musée et puis nous dire quelques mots de votre point de vue? Comment vous êtes devenu actif dans ce musée? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette initiative? Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de cette aimable présentation. Je remercie l'ONU, je remercie l'UNESCO, je remercie les organisateurs de cette discussion. Notre musée du génocide Tuol Sleng a été ouvert sur les lieux mêmes de la prison S21 qui a été active entre 75 et 79. Et au moins 20 000 personnes sont passées par cette prison, ont été emprisonnées, torturées et enfin exécutées. Presque aucune des personnes qui sont passées par cette prison n'ont survécu. Et c'est pour cela que nous avons énormément de documents, de biographies, de profils, de photos et de négatifs en notre possession qui ont été versés à l'archive. Je dirais que c'est une fierté pour moi de faire partie de l'équipe du musée. Je suis entré au musée en tant qu'administrateur, fonctionnaire administratif, et maintenant je m'occupe de sensibilisation et d'éducation. Et ça m'a permis de découvrir le passé du Cambodge. Et ça me permet maintenant de transmettre aux jeunes ce que j'ai appris. J'ajouterais que en ma qualité de directeur, j'ai maintenant un rôle important dans le travail de recueil des documents et j'ai un rôle important à jouer dans le travail de protection de ces documents. Nos documents ont été versés
au Fonds de la mémoire du monde en 2009 et ça a été un moment important puisque nous avons été portés à la connaissance du monde entier. Nous avions besoin de compétences pour effectuer le travail d'archivage et nous avons maintenant non seulement les ressources et compétences, et aussi nous avons l'attention du monde entier grâce aux campagnes de communication qui ont démarré en 2014 et 2015 et grâce à une initiative coréenne qui finance un projet de numérisation et de conservation de nos archives depuis 2018. Et cela va continuer jusqu'à la fin de cette année. Nous aurions travaillé plus rapidement, mais l'épidémie de COVID est venue ralentir nos travaux. La majeure partie des documents, on va dire, la majeure partie des documents qui témoignent de la période 75-79 ont été numérisés. Ils sont en ligne, en grande partie. Ils sont accessibles au public, surtout des photos, des biographies, avec quelques exceptions. Dans certains cas, il a été demandé de protéger la dignité des victimes. Il n'y a pas de photo de certaines victimes qui sont mortes sur le site web. Encore une fois, c'est pour moi une source de fierté d'avoir le rôle de conserver cette archive si importante pour l'histoire du Cambodge. Je ne vous entends pas, dit Hang Lizay. Question. Pourriez-vous nous expliquer comment ces archives sont exploitées actuellement au Cambodge? Est-ce que cela permet de traduire en justice les auteurs de ces crimes? Est-ce que la recherche, les résultats des recherches effectuées sur les archives sont intégrés au programme scolaire, par exemple? Merci de cette question. Je vais commencer par expliquer dans quelle mesure les archives permettent de traduire en justice les auteurs. Eh bien, nos archives Tuol Sleng ont servi, en effet, et depuis 1979, dans les tribunaux révolutionnaires du peuple. Et certains documents ont été exploités dans ces tribunaux. Et les chambres extraordinaires cambodgiennes ont aussi utilisé nos archives. Et on a pu observer ce processus de traduction en justice des auteurs à l'œuvre. Les auteurs de ces crimes ont été contraints de reconnaître leurs méfaits. Dodge, qui est directeur de cette prison S21, en fait partie. Et les auteurs que l'on a jugés ont commencé par ne pas reconnaître qu'il y avait eu des morts. En l'absence de ces archives, on n'aurait jamais reconnu l'existence de ces victimes. Et reconnaître l'existence de ces victimes, ça a été énorme. Cela vaut aussi pour les survivants dans le procès contre les Khmers rouges. Le tribunal extraordinaire,
on a le cas d'un enfant qui a survécu à la prison, M. Long Dangfang. Il a été emprisonné et il a déclaré au tribunal qu'il était survivant, mais l'accusé ne l'a pas reconnu comme survivant. Et c'est à l'aide des documents des archives et des résultats des recherches qui avaient été effectuées que l'accusé a dû le reconnaître. Donc, les victimes ont pu être reconnues et les survivants ont pu obtenir la preuve de ce qu'ils avançaient, qu'ils étaient survivants. Et ce sont des documents précieux qui permettent de commémorer les victimes de ces crimes. Cela permet de traduire en justice les auteurs et de commencer à entreprendre le processus de cicatrisation des mémoires. Cela permet de faire connaître ces événements aux jeunes et cela permet de susciter la compassion de la communauté aussi bien nationale qu'internationale. Voilà pour la première question. Et pour ce qui est de votre deuxième question, eh bien, pour moi, et je dois dire que je n'ai pas fait de recherche sur la question de savoir quelle est l'influence de ces archives au sein de la population, mais je sais que les jeunes qui ont été sensibilisés par le programme de nos archives se sont intéressés à ces documents et ont commencé à effectuer leurs propres recherches. Je vous donne un exemple. Un lycéen cambodgien a la possibilité de consulter les archives et certains ont écrit des poèmes dédiés aux enfants victimes. Et il ne s'agit là que de quelques lycéens qui sont passés par notre programme et qui ont créé quelque chose pour leurs camarades de classe et pour leurs amis. Et d'autre part, l'influence que j'ai pu observer, c'est l'influence sur les chercheurs eux-mêmes. Ceux qui se rendent chez nous pour effectuer des recherches, les auteurs. Il y a une victime qui s'appelle Opana. Une personne est venue consulter l'archive et a écrit un récit autour de cette victime Opana. Voilà l'influence que j'ai pu constater sur la population cambodgienne. Les Cambodgiens s'intéressent aux archives, consultent nos archives et ces archives servent de fonds éducatifs qui permet d'éclairer les écoliers sur ce que sont des archives et à quoi ça peut servir. Et les archives permettent aussi surtout pour les étudiants en deuxième ou troisième année d'études universitaires, sensibiliser à l'importance de la protection, de la conservation de ces archives et nous organisons des stages qui leur permettent de comprendre ce travail de conservation des archives. Nous avons créé un projet avec l'UNESCO qui permet d'enseigner la conservation. C'est quelque chose que nous pouvons enseigner aux jeunes. Hélas, l'épidémie du Covid a mis un point d'arrêt à ces activités, mais
nous reprendrons ce travail dès que cela sera possible. Merci beaucoup de vos questions. Merci de vos réponses très complètes. Nous allons maintenant entendre notre dernier intervenant. Sorry, no. Can you hear James? I cannot hear James. Yeah, I really appreciate you joining us this evening in Cambodia. We know it's late there. Merci beaucoup de vous être connecté, Hang Lizé. Merci beaucoup. Okay, here's a problem then. Can anyone hear me? Can anyone raise a hand if you can hear me? Est-ce qu'on m'entend? Demande le modérateur. La réponse de la part de Shafik Massoudi est oui, nous vous entendons. Je remercie beaucoup Hang Lizé. Nous allons entendre notre dernier intervenant, Abid Shamdin. Merci beaucoup d'être des nôtres. Abid est un spécialiste du développement mondial et le directeur exécutif de Nadia's Initiative. Shamdin est né et a grandi à Sinjar, en Irak. Nadia Mourad a survécu au génocide des Yézidis et fait un travail extraordinaire de plaidoyer et a eu l'occasion de prendre la parole au Parlement britannique. Et question pour vous, Abid. Dites-nous, nous sommes malheureusement, il nous reste très peu de temps. I'm not sure if anyone can send a message Maybe to Hang to say that you've moved on. Can some of us help me to understand what James is telling? Yeah, Abid, if you're able to start, I'm just going to... Si vous avez la possibilité de prendre la parole, je vais vous demander de le faire et nous allons vous entendre. Merci beaucoup. James, je vais commencer par vous parler un petit peu du travail qui est fait par Nadia's Initiative, le travail de Nadia. Bien. Ça me fait plaisir de vous rejoindre et de rejoindre ce groupe de personnes qui ont l'expertise de ce genre de sujet. Merci, James, pour l'animation. Dans le contexte de ce que nous avons entendu de la part d'à peu près tout le monde, le génocide des Yazidis en Irak, se passe dans un contexte un peu différent, parce qu'il s'agit d'une souffrance continue pour les Yazidis. Le génocide a démarré en 2014, mais nous, à notre avis, il est loin d'être fini. Là, il y a encore des personnes déplacées. Il y a 86 charniers qui ont été découverts. La plupart d'entre eux n'ont pas été explorés, documentés. Plus de 2800 femmes et enfants yézidis sont portés disparus ou en captivité. Et donc, ce processus de recueil de témoignages et de mémorialisation de cet événement, ce processus encore en cours est très différent. Lorsque Nadia, mon organisation, a démarré la campagne et a visité le mémorial de l'Holocauste pour la première fois, cela nous a donné une idée de l'importance qu'il y a à documenter tout cela. Toute la campagne, au départ, a eu comme point focal la justice, c'est-à-dire le fait de porter à la justice les responsables, donc de les traduire en justice. La campagne a démarré avec Amal Clooney et d'autres personnes, le soutien de l'État britannique, français, qui ont encouragé le Conseil de sécurité des Nations unies à voter la résolution 2379, mettant en place une équipe de recherche
et d'investigation dans les crimes contre les Yazidis. Le mandat a été élargi maintenant et couvre tout le territoire de l'Irak, qui représente une énorme scène de crime, finalement. Une fois le mandat posé, des sites de génocide ont été identifiés à Sinjar, à Khoujou, et des témoignages ont été recueillis. Il y a également maintenant une initiative de numérisation de milliers et de milliers de documents de l'ISIS qui pourront donc être portés à l'attention de la justice, mais qui forment également un fonds d'archives retraçant ce qui a été perpétré, rappelant l'histoire des victimes de violences sexuelles et de génocide. Donc, depuis le début de la campagne, le but a été de veiller à ce que ce qu'a fait l'État islamique ne soit pas oublié. Alors, ce n'est pas le premier acte de génocide contre les Yézidis. Il y a eu d'autres campagnes de persécution, déjà à l'époque de l'Empire ottoman, voire même avant. Mais ces campagnes contre les Yazidis n'ont pas été documentées. Moi, tout ce que je savais des Yazidis reposait sur une culture orale, persécution contre les Yazidis, campagne génocidaire contre les Yazidis il y a déjà plusieurs décennies. Tout cela faisait l'objet d'une transmission orale seulement. Donc, nous souhaitions agir différemment, veiller à ce que des éléments juridiques, de nature juridique, soient documentés et archivés de la part des témoins et pour pouvoir poursuivre les auteurs du génocide. Nadia elle-même a témoigné en Belgique, au Canada et ailleurs devant des commissions d'enquête ou des commissions parlementaires, et c'est ce qui a permis à plusieurs États finalement de prononcer le verdict de génocide. Donc, c'est important de manière générale qu'il y ait reconnaissance du fait génocidaire. Cela permet aux survivants de se reconstruire. Et tout État qui reconnaît le génocide est un pas en avant dans le cadre de ce processus de reconstruction. Donc, c'est un processus en cours. La communauté est entièrement éclatée et dispersée. Par conséquent, il est difficile pour nous de nous contenter de documenter le génocide. Et il y a d'autres besoins très pressants: destruction des villages, destruction des infrastructures, d'éducation, de santé. Il y a vraiment très peu de services d'infrastructure restant dans les communautés locales. Donc, il y a également des efforts de reconstruction des services de base afin que ceux qui souhaitent revenir chez eux puissent le faire et puissent commencer à se reconstruire. Ce qui est important également, c'est de ne pas répéter le traumatisme qu'ont connu les victimes. Il faut leur laisser du temps pour se reconstruire, de passer à l'étape d'après. Donc, bien sûr, c'est un processus qui prend du temps. Mais comme vous l'avez dit, James, dans le cas de l'Holocauste notamment, eh bien, le déni existe toujours, malgré les preuves que l'on accumule. En ce qui concerne les Yazidis, il y avait des éléments en temps réel, étant donné que l'État islamique communiquait sur ces actes, et ça, grâce à la technologie. Donc, il y a des éléments publics, mais ce qui est important également, c'est qu'il y ait un processus de documentation en bonne et due forme. Donc, nous sommes également en train de mémorialiser des sites, Khojo, mais également à Sinjar,
où on a trouvé des fosses communes. Donc, l'idée, c'est de créer des lieux de mémoire sur ces sites. Et ce, en travaillant en partenariat avec l'Office international des migrations et avec le gouvernement américain. Et comme l'a dit Mme Azoulay au début, l'un des grands obstacles que l'initiative de Nadia connaît, ça a été celui des moyens, l'accès aux moyens. Il faut des ressources, des moyens pour pouvoir procéder à la mémorialisation d'un certain site, et notamment ceux des fosses communes. Donc, nous avons dû, pendant un certain moment au début, nous concentrer sur les besoins les plus pressants pour ensuite passer aux archives, à l'enregistrement des témoignages. Et nous sommes également en train de créer un cimetière, lieu de mémoire pour les victimes du génocide, notamment à Sinjar. Donc, voilà, nous travaillons avec les gouvernements, avec les Nations Unies aussi. Voilà, je sais que nous manquons de temps, donc je ne vais pas m'éterniser, mais je préfère répondre à vos questions. Effectivement, il nous manque du temps. Il y a eu beaucoup de questions. Nous ne pourrons pas y répondre vraiment. Nous allons devoir interrompre peut-être cette table ronde. Peut-être une minute. Vous avez très bien expliqué les difficultés que vous connaissez en termes de documentation des actes de génocide, alors que le génocide est en cours. Mais est-ce que peut-être en 20 secondes, vous pouvez nous parler des partenaires internationaux, de la communauté internationale et en quoi ils peuvent vous aider dans votre travail de documentation et de recherche de la justice? Quel message voulez-vous leur envoyer? Merci. Voilà une très bonne question. Les éléments de preuve que l'organisation de Nadia a pu recueillir sont extraordinaires, mais la communauté internationale doit pouvoir transmettre ces éléments à la Cour de justice internationale ou autre. Ces éléments ne servent à rien s'ils ne servent pas à un procès dans un tribunal international. Ensuite, pour revenir à la présentation faite devant le Conseil de sécurité aux Nations Unies, et, il a donc été reconnu qu'il s'agissait d'un génocide sur la base des éléments recueillis. Mais le représentant ou la représentante du gouvernement irakien a parlé d'abus seulement pour caractériser les faits dont avaient été victimes les Yézidis. Donc, plusieurs fois, eh bien, ce génocide contre les Yézidis n'est pas reconnu comme tel. Il n'y a pas que là, il y a également dans des tribunaux internationaux où des auteurs d'actes de génocide sont poursuivis sur la base de textes qui concernent le terrorisme seulement. Ils ne sont pas poursuivis pour des actes de génocide ou pour alors qu'il y a eu une très grande campagne de violence sexuelle à l'encontre des femmes yézidis en Irak. C'est pour cela que les Yézidis souhaiteraient qu'un organe international se charge des poursuites contre les auteurs de ces crimes, afin que ces crimes soient reconnus pour ce qu'ils sont. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Cette table ronde a eu lieu suite à la publication du rapport de la commission menée par Vincent Duclerc et par conséquent, nous sommes là également pour commémorer le 27e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Donc, j'aimerais terminer en donnant le dernier mot à notre ami Jean Damascène au Rwanda. Donc, pour une dernière remarque, je vous pose donc la question suivante pour
recueillir le sentiment des survivants, des rescapés au Rwanda. Comment ont-ils reçu ce rapport qui fixe les responsabilités françaises? Donc, les archives ont vraiment joué un rôle très important, mais quel est l'impact pour les survivants? Quelle a été l'importance de ce rapport pour les survivants? Oui, les survivants du génocide sont essentiellement confrontés à la question du négationnisme des personnes qui déforment les faits historiques de préparation et d'exécution du génocide commis contre les Tutsis. Or, la documentation qui est contenue dans les procès Gacaca et dans d'autres documents permet de pouvoir établir les faits et éventuellement de lutter contre ce phénomène de négationnisme. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, avec des institutions qui sont en charge de l'éducation, notamment le ministère de l'Éducation et le Rwanda Education Board. Ces documents sont utilisés pour préparer des manuels scolaires adaptés aux élèves, que ce soit des élèves du secondaire et aussi des étudiants des universités. Et les archives permettent aussi aux chercheurs de différentes institutions, tant nationales qu'internationales, parce que nous avons le partenariat avec certaines universités des États-Unis et ailleurs, et qui envoient, même en France, donc qui envoient des étudiants, ils font des recherches, et ces archives sont un outil très intéressant pour ces publications. Et les victimes aussi ont souvent besoin de ces documents de juridiction Gacaca pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui veulent écrire l'histoire de leur famille. Et maintenant, la population rwandaise est essentiellement jeune. 70% de la population, ce sont des jeunes de moins de 30 ans, ce qui fait que pour la plupart, ils n'étaient pas nés pendant le génocide. D'autres étaient en bas âge pendant le génocide. Donc, ils ont besoin de savoir les faits qui se sont passés, qui concernent les familles, que ce soit des victimes directes, voire même les enfants des bourreaux. Il y a des enfants des bourreaux qui viennent consulter nos archives pour savoir quelle a été la responsabilité de leur père afin de connaître la vérité et de pouvoir vivre avec cette vérité-là, parce qu'ils ont le besoin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été l'implication de leurs parents ou bien des membres de leur famille. Et les victimes aussi, ils ont parfois besoin d'être dédommagés parce que l'indemnisation est autorisée par la loi lorsque les auteurs des dommages ont été identifiés. Souvent, les victimes étaient des enfants et donc ils consultent ces archives des procès et ils les utilisent pour se faire indemniser pour les biens endommagés. En tout cas, pour la conservation de la mémoire, ce sont des archives extrêmement importantes, raison pour laquelle, avec Just Trust, James, vous le savez, nous avons commencé un travail de digitalisation et maintenant on est en train de faire l'indexation qui permettra au futur de pouvoir y accéder, évidemment via un accord, mais de pouvoir accéder à ces documents sans être obligé de faire un déplacement physique. Donc nous constatons globalement que pour les victimes, ce sont des documents assez essentiels pour la conservation de la mémoire, mais aussi pour la société rwandaise en général. La société rwandaise a besoin de savoir l'histoire réelle du génocide perpétré contre les Tutsis, et les documents issus des judiciaires Gacaca sont des atouts de très, très grande importance. Oui, si je peux me permettre, James, juste de préciser un point très important. Vous avez beaucoup insisté sur... Very briefly, Vincent. Very absolutely. Very briefly. Non, vous avez insisté sur ce rapprochement diplomatique de la France et du Rwanda par la reconnaissance du travail, notamment de notre rapport. Il faut donc qu'il n'y ait pas seulement un rapprochement diplomatique, il faut qu'il y ait aussi un rapprochement scientifique, archivistique. Et donc, demain, je pars avec ma commission au Rwanda et vendredi, je serai avec le docteur Bizimana pour travailler tous les deux sur de nouvelles perspectives justement scientifiques et archivistiques. Donc, je tenais à le souligner et à dire à très bientôt, Jean Damascène.
Parfait, mais excellente conclusion à notre table ronde, tout à fait dans l'esprit de l'UNESCO, c'est-à-dire l'esprit de coopération entre organisations, institutions, pays, coopération visant à l'édification de la paix dans l'esprit des hommes. Je remercie tous nos intervenants, Floriane, Jean Damascène, Vincent, Hang, Abid, et un énorme merci à l'UNESCO et au département des communications globales des Nations Unies. Quelle coopération très fructueuse, un débat qui mérite de se poursuivre à l'avenir. Malheureusement, c'est la fin pour aujourd'hui, mais j'espère que nous pourrons rester en contact. Je suis désolée de ne pas avoir eu l'occasion de prendre les questions nombreuses qui sont arrivées donc par la fonction conversation de Zoom, mais en tout cas, la discussion a été vraiment très fructueuse et approfondie. Je crois que tout le monde aura eu l'occasion de l'apprécier. Bien, ce n'est pas la fin, ce sont des discussions qui vont se poursuivre et j'espère rester en contact avec vous dans les prochains jours. Et moi, merci pour votre attention.